1, action. Il est 21h, on est le premier mardi du mois, vous êtes sur The Shift, une émission en live sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc on se retrouve tous les premiers mardis du mois pour partager ensemble certaines connaissances pouvant vous accompagner, vous aider dans le shift que vous êtes peut-être en train d'effectuer. Alors le shift c'est quoi ? Le shift signifie le changement. Le changement qu'on pourrait tous effectuer de manière individuelle, peut-être pour contribuer à un changement global dans cette société. Et le shift signifie aussi le passage. Le passage peut-être que vous êtes en train d'arpenter en ce moment vers une version un petit peu plus harmonieuse de vous-même. Donc je suis enchanté de vous retrouver ce soir. Vous voyez, je suis tout seul ce soir, mes acolytes m'ont lâché un petit peu. Petit coucou si vous me regardez en direct. Donc le principe de cette émission, c'est une émission de partage. On partage avec vous certaines connaissances qui peuvent justement vous accompagner sur le changement que vous êtes peut-être en train d'effectuer dans votre vie. Beaucoup de ces connaissances sont issues de certaines traditions ancestrales. Alors pas parce que on est particulièrement nostalgique du passé, mais tout simplement parce que ça fait du bien parfois de faire un petit retour aux racines et se rendre compte que les solutions on les a en fait. Les solutions à notre bien-être, les solutions à notre épanouissement, les solutions à notre harmonie, les solutions à notre pleine santé. D'autres personnes avant nous les avaient peut-être trouvées et de remettre le doigt dessus, eh bien ça peut ne pas faire de mal. Okay ? Que ça soit juste pour votre culture personnelle ou en application dans nos vies pour voir si ça peut fonctionner et nous apporter un mieux-être. Donc, vous avez compris que le principe de cette émission, c'est le partage. Je vais beaucoup partager avec vous, on partage énormément avec vous durant cette émission. Alors quand je dis on, si vous découvrez cette émission pour la première fois ce soir, j'ai pas la fâcheuse tendance à parler de moi à la troisième personne, c'est que d'habitude on est un petit peu plus nombreux. Ce soir, pour des raisons, en fait ils me font la gueule. Non, je rigole. Je voulais le canapé pour moi tout seul. Non, ce soir ils pouvaient pas venir, donc Jessica et Hugo ne pouvaient pas être là ce soir. Mais bon, la règle c'est la règle, c'est tous les premiers mardis du mois. Donc ce soir je suis avec vous et donc on partage énormément de choses avec vous. Et si vous souhaitez contribuer à cette valeur de partage, eh bien je vous invite directement à partager ce live sur vos réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Partagez si vous souhaitez sur votre page personnelle. Et si vous êtes sur Instagram, vous sachez que vous pouvez aussi relayer, envoyer ce live à des personnes peut-être qui pourraient être intéressées par le sujet de ce soir, dont je vous ai déjà un petit peu parlé ces dernières années. On va parler ce soir d'Ayurveda, les amis. On va parler d'Ayurveda. Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda ? Si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, je vous ai déjà parlé d'Ayurveda. Là, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet, que vous compreniez bien pourquoi ça me passionne autant et en quoi cela peut-être peut vous aider dans votre épanouissement personnel, dans votre pleine santé, dans l'harmonie de votre vie. Ok ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu le sujet, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Ayurveda, vous allez voir que certainement, sans le savoir, vous connaissez déjà des choses au niveau ayurvédique. Peut-être que vous êtes déjà allé dans un institut de beauté pour vous faire des massages. Vous avez peut-être déjà fait un massage ayurvédique. Il y a un massage qui est très réputé qui s'appelle le massage Abhyanga. Donc si vous fréquentez les spas, les salons de beauté, etc., peut-être que vous avez eu la chance de connaître les bienfaits de ce massage. Vous regarderez tout à l'heure dans votre salle de bain. Regardez dans vos produits de beauté. Peut-être que certains de vos produits de beauté sont dits ayurvédiques. Vous êtes peut-être déjà allé dans des restaurants où on servait des menus ayurvédiques. Vous avez peut-être chez vous des tisanes. Maintenant, on peut acheter des tisanes ayurvédiques. Peut-être que vous avez un livre qui est planqué sous votre lit qui s'appelle le Kama Sutra. Et le Kama Sutra est issu de l'Ayurveda. Vous faites peut-être du yoga. Eh bien, le yoga, c'est une des branches sportives, on va dire, de l'Ayurveda. Donc, vous voyez, vous connaissez déjà plein de choses. Vous connaissez déjà plein de choses au niveau de l'Ayurveda. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ayurveda, c'est un terme sanskrit. C'est un terme sanskrit, Ayur signifiant vie et Veda signifiant connaissance, pour faire simple. Donc, l'Ayurveda, c'est des enseignements
un ensemble de connaissances qui ont pour objectif de nous maintenir à un niveau de santé optimal pour que nous puissions traverser cette vie de la manière la plus harmonieuse qui soit. Maintenant, au niveau, donc c'est une médecine qui vient d'Inde, c'est une médecine ancestrale, c'est une médecine qui a plus de 5000 ans. Maintenant, c'est une médecine qui est reconnue à part entière par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une médecine qui s'est répandue partout dans le monde. Vous pouvez vous faire soigner de manière ayurvédique à Londres. Vous avez des cliniques ayurvédiques, vous avez des hôpitaux, des universités ayurvédiques à Londres, aux États-Unis, en Australie, un petit peu partout dans le monde. Donc l'objectif, c'est vraiment de se maintenir en appliquant ces principes de vie, se maintenir au niveau de santé, à un niveau de santé optimal. Et un niveau de santé optimal en Ayurveda, c'est un niveau de santé sur tous les plans, sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc vous pouvez avoir des tablettes de chocolat, des fesses rebondies, être capable de courir de 100 mètres en 10 secondes, c'est pas pour autant que vous êtes en pleine santé. Vous pouvez méditer tous les jours, travailler sur vos pensées positives, travailler une certaine approche spirituelle de votre vie, c'est pas pour autant que vous êtes considéré en pleine santé. La pleine santé en Ayurveda, c'est vraiment une harmonie sur tous les plans, autant sur le plan physique que sur le plan mental, que sur le plan émotionnel, que sur le plan spirituel. Donc c'est une science qui est maintenant millénaire. Il y a 5000 ans d'existence, ça fait déjà 5000 ans que l'Ayurveda existe. Vous avez 8 branches spécifiques en Ayurveda. Vous avez 8 branches médicales, vous avez la médecine générale, vous avez la chirurgie, vous avez la médecine ORL et ophtalmologique, vous avez la toxicologie, vous avez la psychiatrie, vous avez la pédiatrie, vous avez la gériatrie, et enfin la sexologie et la science de la préservation de l'énergie et des aphrodisiaques. Donc c'est vraiment une approche vraiment très large de la santé. Alors pourquoi s'intéresser ? Pourquoi s'intéresser et ressortir ces connaissances-là d'outre-tombe, peut-être pour certains? Tout simplement parce que c'est un formidable outil. Ce sont des connaissances qui vont permettre vraiment d'avoir une meilleure compréhension de vous-même. Donc c'est un formidable outil pour mieux se comprendre. Quand on se comprend mieux, c'est beaucoup plus facile de s'accepter, de faire la paix avec soi-même. C'est beaucoup plus simple d'apprendre à s'aimer et ensuite de pouvoir prendre soin de soi et peut-être des autres si le cœur vous en dit. D'accord ? Donc le premier point important, c'est la connaissance de soi. Je pense que ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier où j'accompagne des gens vers leur épanouissement personnel, vers leur bien-être. Et il y a bien eu un point commun à toutes les personnes que j'ai rencontrées durant toutes ces années, c'est une méconnaissance d'elles-mêmes. Elles se retrouvaient dans une situation de vie où elles n'étaient pas forcément bien, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotionnel. Et principalement, c'était dû à des actions qu'elles avaient posées dans leur vie et des actions qui n'étaient pas en adéquation avec qui elles étaient au plus profond d'elles. Alors pourquoi on est amené parfois dans nos vies à poser des actions qui ne sont pas en adéquation avec qui nous sommes? La première des raisons que je vois, il y en a plein, mais la première des raisons que je vois, c'est qu'on ne se connaît pas assez. On ne se connaît pas assez. Et pourquoi on ne se connaît pas assez ? Parce qu'on ne nous a jamais appris à nous connaître en fait. On ne nous a jamais appris à nous connaître en profondeur, savoir vraiment qui nous sommes. Alors je ne sais pas dans quel cadre vous avez été élevé. Vous avez peut-être eu des frères et sœurs, vous êtes arrivé dans une famille, dans une fratrie, vous avez dû vous intégrer dans cette famille, vous avez dû vous intégrer dans cette fratrie, vous plier à certaines règles, vous plier à certaines croyances peut-être. Ensuite, vous êtes arrivé à l'école, vous avez dû vous plier à un mode de fonctionnement, à un mode de pensée. Il a fallu que vous rentriez dans des cases. Et ce qui fait que, on nous apprend, en tout cas dans nos sociétés, à être de bons citoyens. On nous apprend à rentrer dans les cases de manière à être certainement de bons citoyens. Mais on ne nous apprend pas à nous connaître en profondeur. Et l'Ayurveda, c'est un formidable outil pour apprendre à se connaître. Une fois qu'on se connaît en profondeur, qu'on comprend vraiment qui nous sommes, c'est beaucoup plus facile de s'accepter. C'est beaucoup plus facile de s'accepter et de faire la paix avec soi-même.
Ouais, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, encore une fois, depuis toutes ces dernières années, où j'aide les gens à aller mieux dans leur vie, que ce soit à travers du sport ou au travers d'autres connaissances que je peux transmettre maintenant. Un des points communs, encore une fois, c'est cette méconnaissance d'elle-même et surtout le fait de vouloir absolument rentrer dans des cases qui sont pas faites pour elle. Que ça soit dans le travail, que ça soit dans la vie parfois personnelle, que ça soit dans l'activité physique même. On est souvent guidé un petit peu, ou en tout cas influencé par notre environnement. Ouais, peut-être que vous avez fait des études, si vous avez eu la chance d'être écouté et d'être porté dans la direction que vous vouliez aller, vous avez peut-être eu la chance de faire des études qui vous plaisaient vraiment, qui résonnaient vraiment très fort à l'intérieur de vous. Mais beaucoup de gens se sont retrouvés à faire des études parce que à la fin du bac, il fallait bien faire quelque chose. Les potes allaient dans cette fac, on se retrouve dans la même fac qu'eux, ou alors parce que papa, maman ont voulu qu'on fasse notre droit ou qu'on fasse ce style d'école de commerce parce que eux-mêmes étaient issus de ce cursus-là. Et une fois nos études terminées, on se retrouve dans un job. On se retrouve dans un job qui n'est pas forcément celui qui nous faisait rêver enfant, c'est pas forcément celui qui nous faisait vibrer peut-être même adolescent. Et on doit faire avec. Ou en tout cas, on pense qu'on doit faire avec, ou en tout cas, on fait avec pendant un certain nombre d'années, 8 heures par jour, à essayer de rentrer dans des cases qui ne sont pas faites forcément totalement pour nous. On essaie de se plier à un mode de fonctionnement qui n'est pas fait forcément pour nous et ça crée un décalage. Ça crée un décalage entre qui on est à l'intérieur et la personne qu'on doit être au quotidien 8 heures par jour. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans différents corps de métier. Et dans certains corps de métier qui ont évolué au fil des ans, maintenant on leur demande à ces personnes-là de passer moins de temps avec le client, de vendre pour faire du profit. Parce que les temps sont durs, il faut faire du business, il faut faire du profit, il faut vendre à tout prix. Le problème c'est que si au fond de toi, les raisons profondes peut-être qui t'ont poussé à faire ce job, c'était le rapport humain, c'était l'écoute de l'autre, c'était l'envie d'apporter du positif aux gens et que tu te retrouves à devoir agir au quotidien de cette manière-là, ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Ouais. Et ça, parfois on n'en a pas conscience. On a conscience qu'on n'est pas bien, on a conscience qu'on n'est pas forcément super épanoui dans notre taf ou dans notre vie. Je vous donne l'exemple du travail parce que c'est quand même une part un petit peu importante de notre vie, puisqu'on y passe quand même 8 heures par jour. Et on n'est pas bien et on ne comprend pas véritablement pourquoi. Et on ressent même presque une honte à se dire qu'on n'est pas bien parce qu'on a un taf. Parfois on peut être même bien payé. On peut avoir un téléphone de fonction, une voiture de fonction, et malgré tout ça, on n'est pas épanoui. On n'est pas épanoui parce qu'encore une fois, au quotidien, on est obligé de porter un masque, de porter un déguisement pour essayer de rentrer dans des cases qui ne sont pas faites pour nous. On essaie de faire plaisir à nos boss, on essaie de faire plaisir à nos collaborateurs, on fait de notre mieux, mais malgré tout ça, c'est compliqué parce que ça ne résonne pas avec ce qui vibre au plus profond de nous. L'Ayurveda, ça vous permet de faire la paix avec vous-même, aussi au niveau du physique par exemple. Je connais beaucoup de personnes qui sont en guerre depuis des années avec leur corps, qui veulent absolument rentrer, encore une fois, dans certaines cases de critères de beauté, parce que dans leur environnement social ou parfois aussi professionnel, ce sont les critères de beauté qui font qu'elles pensent être acceptées et réussir. Sauf que si c'est pas aligné avec leur potentiel physique ou avec qui elles sont au fond d'elles, ça risque d'être compliqué. Okay. Donc le fait de se comprendre soi, facilite l'acceptation. L'acceptation vous permet d'apprendre à vous aimer. Et une fois seulement que vous avez fait la paix avec vous-même, que vous avez appris à vous accepter, à vous aimer, ça devient beaucoup plus facile d'accepter les autres, de faire la paix avec les autres et de recevoir l'amour ou d'accepter l'amour de l'autre en fait.
Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit, il faut absolument que je parle d'Ayurveda dans cette émission. Ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait. L'occasion s'est présentée cette semaine puisque je suis tout seul. Donc, je vais parler avec vous de tout ça. Comprenez un peu d'où ça vient, l'Ayurveda. Ça a pris naissance dans le nord-ouest de l'Inde, dans la vallée de l'Indus. L'Indus est un fleuve indien qui doit être asséché maintenant, je pense, mais qui à l'époque était bien vivant. Et sur la vallée de l'Indus, vous aviez une civilisation il y a 5000 ans qui s'appelait la civilisation harapéenne. Cette civilisation était florissante, elle avait connu vraiment une époque florissante sur plusieurs millénaires, de moins 2500 ans à plus 1500 ans après Jésus-Christ. Et la particularité de cette civilisation, c'est que toutes les fouilles archéologiques ont montré en fait que les personnes qui vivaient à l'époque avaient une très bonne connaissance de l'hygiène, de l'hygiène, des sanitaires, de l'habitat. Vous aviez déjà à l'époque de grandes villes qui vivaient au bord de ce fleuve, en particulier donc un port qui s'appelait Lothal, où sur le même lieu vivaient en harmonie 400 000 personnes. Donc ça, pour l'époque, ça commence à faire beaucoup de monde. Ils avaient l'eau courante, ils avaient les égouts. Ils construisaient leurs maisons, leurs habitations en respectant certains principes de vie liés à ce qu'on appelle le Vastu Shastra. Le Vastu Shastra, pour faire simple, c'est le Feng Shui de l'époque. Donc ils construisaient leurs habitats en fonction des énergies cosmiques et des énergies telluriques. Et cette civilisation semblait vivre vraiment dans l'harmonie. Ils avaient une médecine qui était très développée. On a retrouvé sur certains ossements, en particulier des crânes, des traces de chirurgie au niveau crânien. C'était apparemment une civilisation qui était très pacifique, puisqu'on n'a pas retrouvé en fait de traces d'armes ou d'objets qui auraient pu être apparentés aux armes. Et cette civilisation vivait suivant les principes de l'Ayurveda. Donc pour la petite légende, j'aime bien raconter cette histoire. Dans les légendes indiennes, on pense que les dieux sont descendus sur Terre à un moment donné pour transmettre les connaissances de la vie au peuple, aux humains en fait, dans l'objectif de les aider dans leur incarnation. Un petit peu comme en voyant la déchéance dans laquelle était en train de tomber l'humanité, les dieux, dans leur extrême clémence, seraient descendus sur terre et au travers de certains sages qui étaient partis méditer dans les Himalayas, qu'on appelle des rishis, au travers de ces sages, ils auraient transmis les connaissances de la vie à ces sages. Donc l'Ayurveda, ça signifie connaissance de la vie. Ils auraient transmis ces connaissances-là à ces sages dans l'objectif que ces sages ensuite puissent enseigner ces connaissances au plus grand nombre de manière à ce que ces connaissances se diffusent et aident donc les êtres humains à vivre plus dans l'harmonie. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Apparemment ça fonctionnait avec la civilisation harapéenne. Ça serait bien peut-être que ça fonctionne avec notre civilisation maintenant. Donc faites attention, on n'est pas à l'abri qu'un de ces quatre, les dieux redescendent sur Terre pour nous retransmettre certains enseignements qui pourraient peut-être nous aider. Parce que vu le merdier qu'on est en train de foutre sur cette planète, à mon avis, il y en a 2-3 qui risquer de toquer à la porte en disant, vous voyez, comme les voisins, vous voyez, quand vous êtes dans un appartement, dans un immeuble et que le voisin il commence à faire un peu trop de bruit et à pas respecter les gens qui sont autour, on va frapper à sa porte pour lui dire attention, respecte ça, sinon on dégage de la résidence. Eh bien, c'est ce qui risque de nous arriver, un de ces quatre. C'est mon interprétation à moi de ce terme, les dieux. Pour moi, on peut mettre plein de choses derrière le terme Dieu. Mais je trouve qu'il y a un petit parallèle sympa à faire avec ce que nous, on est en train de vivre en ce moment. Bref, parenthèse terminée. Donc, sur quoi repose l'Ayurveda ? Il y a un mois, on vous avait parlé de physique quantique.
En physique quantique, on vous avait parlé de ce grand tout, qu'on était tous faits, constitués d'énergie, qu'on baignait tous dans un grand champ d'énergie qui nous reliait tous. Ça fait 5000 ans que l'Ayurveda parle d'énergie au travers du système des doshas. En Ayurveda, on parle de doshas, les doshas, 3 doshas différents, Vata, Pitta et Kapha. Les doshas, vous pouvez, pour faire simple, traduire ça sous forme d'énergie, en fait, 3 énergies distinctes qui composent tout dans l'univers. Ouais. Tout dans l'univers. L'être humain faisant partie de cet univers, l'être humain lui-même est constitué de ces 3 énergies dans des proportions différentes qu'on appelle Vata, Pitta et Kapha. Ces 3 énergies sont particulièrement liées à certains éléments. Vata est lié aux éléments éther et air. Éther, c'est le vide si vous préférez. Pitta est lié aux éléments feu et eau, principalement le feu quand même. Et Kapha est lié aux éléments terre et eau. Donc, la matière qui est composée par ces énergies, en fonction des doshas qui composent cette matière-là, elle est plus ou moins influencée par les caractéristiques de chacun des doshas. Si par exemple, si on revient sur l'être humain, vous avez beaucoup de vata en vous, vous allez être particulièrement influencé sur tous les plans par cette énergie-là. Ouais. Même chose pour Pitta, même chose pour Kapha, en sachant qu'on a ces 3 énergies-là en nous, encore une fois, dans des énergies, dans des proportions qui nous sont propres. Donc chaque énergie, chaque dosha étant lié à des éléments particuliers, chaque dosha a des caractéristiques qui lui sont propres, qui sont directement liées aux éléments dont il est issu. Donc par exemple, Vata, qui est lié aux éléments air et éther, a comme caractéristique principale, qu'on appelle gunas en sanskrit, léger, sec, froid, mobile, rugueux, subtil. Léger, sec, froid, mobile, rugueux, subtil. Ce qui veut dire que tout ce qui a ces caractéristiques-là dans votre environnement, est le signe de la présence de l'énergie Vata dans votre environnement. On y reviendra. Pitta. Des caractéristiques de Pitta. Pitta est lié au feu et à l'eau. Pitta c'est chaud. Pitta c'est pénétrant. Pitta c'est léger, légèrement gras, liquide, mauvaise odeur. D'accord ? Donc tout ce qui a ces caractéristiques-là, en vous ou dans votre environnement, que cet environnement soit un être humain ou des animaux ou des objets qui vous entourent, des aliments, etc., ou la nature qui vous environne, eh bien c'est le signe que vous êtes en présence de l'énergie Pitta. 3e dosha, Kapha, qui est lié aux éléments terre et eau. Donc Kapha c'est lourd, Kapha c'est collant, Kapha c'est lent, Kapha c'est huileux, Kapha c'est froid, Kapha c'est stable, Kapha c'est lisse. D'accord ? Donc c'est directement lié aux éléments terre et eau. Donc encore une fois, tout ce qui a ces caractéristiques que je viens de vous citer, tout ce qui a ces caractéristiques-là dans votre environnement, témoigne de la présence de l'énergie Kapha dans votre environnement. Pourquoi je vous parle de votre environnement ? Parce qu'on est en permanence en interaction avec cet environnement-là, avec ces énergies qui nous entourent. Votre environnement influence fortement les énergies qui sont à l'intérieur de vous, qui vous composent, mais vos énergies à vous influencent aussi votre environnement proche. Okay ? Donc ça, c'est important de le comprendre, parce que c'est en partie ce qui explique parfois que dans certains endroits ou dans certaines situations ou en présence de certaines personnes ou dans notre cadre professionnel, etc., parfois on ne se sent pas bien au bout d'un certain temps. Ouais. On fait tout pour être bien, mais au final, les énergies qui nous entourent nous perturbent tellement qu'on ne se sent pas bien en fait. Donc on est constitué de ces 3 énergies-là. Tout dans l'univers est constitué dans des proportions différentes de ces 3 énergies-là. Tout dans votre environnement
est fait de ces 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Et donc, on est tous constitués dans des proportions différentes de Vata, Pitta et Kapha. On parle de constitution de naissance, le terme sanskrit c'est Prakriti. Cette constitution de naissance, dans les croyances ayurvédiques, on pense que l'être humain se choisit sa constitution en faisant le choix d'arriver à un moment bien précis dans la vie de ses géniteurs. Cette constitution étant faite par les énergies mélangées de vos géniteurs au moment de votre accouplement, les énergies partagées pendant la phase où vous étiez dans l'utérus de votre maman, les énergies que vous avez partagées avec elle, en fonction des émotions peut-être qu'elle a vécues, en fonction de ce qu'elle a mangé, tout ça a influencé votre constitution de naissance. Durant votre prime enfance, cette constitution se précise, se modèle un petit peu et on dit en général qu'aux alentours de la puberté, elle est figée. Okay ? Donc l'objectif, c'est de respecter cette constitution parce que cette constitution est la constitution dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ces énergies-là, dans ces proportions-là, pour traverser pleinement ce que vous vous êtes choisi de vivre dans cette vie. Okay ? Donc il y a plusieurs principes spirituels à prendre en compte. Déjà un, c'est de se dire qu'avant d'être un corps physique, on est une âme venue vivre une expérience physique dans la matière. On est venu expérimenter des choses, on s'est choisi peut-être un chemin de vie, et pour arpenter ce chemin, on s'est choisi un véhicule qui est notre corps, au sens large du terme, corps sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Et on s'est donc armé de certaines énergies pour pouvoir vivre pleinement ce qu'on s'est planifié de vivre dans cette vie. Donc on choisit notre prakriti, ce qu'on appelle notre constitution de naissance, aussi bien pour ses forces naturellement que pour ses faiblesses. Parce que c'est aussi parfois dans les moments un petit peu plus challengeants de notre vie qu'on apprend les choses qui nous feront le plus avancer. Okay ? Donc ça c'est important à comprendre. Donc il faut vous imaginer un petit peu dans cette vie comme si vous étiez parti faire un grand voyage. Vous avez planifié votre voyage, vous savez par où vous allez passer, vous savez là où vous allez aller, les pays que vous allez traverser, combien de temps vous allez rester, les populations que vous allez rencontrer. Vous savez pertinemment ce que vous allez apprendre dans chaque région du globe que vous allez traverser. Et pour traverser pleinement tout ça, vous choisissez le meilleur des véhicules. Ouais. Le meilleur des véhicules, avec ses forces qui vont vous permettre peut-être de traverser certaines zones plus facilement, mais aussi peut-être avec ses faiblesses, parce que vous avez envie de vous confronter à certaines difficultés dont vous pensez qu'elles pourraient vous aider à vous aguerrir et à vous rendre plus fort et à vous permettre d'évoluer. À un plan spirituel, c'est un petit peu la même chose. Donc on s'est choisi cette prakriti, cette constitution de naissance pour ses forces et ses faiblesses. Donc l'objectif c'est de respecter cette constitution de naissance. Ouais, comprenez bien que l'objectif c'est pas d'essayer de la modifier, de la modeler, de la niveler. L'objectif c'est de la respecter parce que les proportions dans lesquelles nous avons ces 3 doshas, c'est les proportions idéales pour vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Donc par exemple, vous avez des gens qui ont un dosha au-dessus des 2 autres, ce qui est mon cas. Moi j'ai Pitta qui est bien au-dessus de Vata et de Kapha, ce qui veut dire que dans cette vie, j'ai besoin des forces de Pitta pour traverser ce que je dois traverser dans cette vie, mais peut-être que je suis venu me confronter à certaines faiblesses, entre guillemets. Vous savez, il y a toujours le côté yin et le côté yang dans une énergie, le côté lumineux, le côté un peu plus sombre. Là, peut-être que dans cette vie, je suis venu me confronter aussi à certains aspects plus sombres que cette énergie peut m'apporter en fait. Ouais, de manière à transcender certains événements ou transcender certaines faiblesses et en faire des forces. Ensuite, vous avez chez beaucoup de personnes 2 doshas qui sont à peu près au même niveau et le 3e plus bas. D'accord ? Chez beaucoup de gens maintenant, c'est ça en fait.
Particulièrement dans nos cultures, dans nos civilisations, vous avez beaucoup de personnes qui ont Vata et Pitta ou Pitta et Vata qui sont assez proches. Et Kapha peut-être un petit peu plus bas. Dans d'autres cultures, ça peut être un petit peu différent. Dans d'autres civilisations, c'est un petit peu différent. Dans la civilisation européenne, c'est vrai que Vata et Pitta sont assez représentés. Ce qui fait qu'on peut très bien physiquement être influencé, si vous voulez, par l'énergie Vata, mais mentalement, émotionnellement, être plutôt dirigé, contrôlé, influencé, si vous préférez, par l'énergie Pitta, par exemple. Enfin, vous avez d'autres personnes, c'est un petit peu plus rare, mais on en croise quand même, qui ont les trois doshas au même niveau. Ouais, Vata, Pitta et Kapha. Je l'ai observé peu de fois, mais la particularité que j'ai observée souvent chez ces personnes-là, c'est souvent des personnes qui, dans leur chemin de vie, se sont planifiées des choses plutôt challengeantes à vivre. Et comme si elles s'étaient armées des forces de chacune des trois énergies, de chacun des trois doshas, pour pouvoir surmonter ce qu'elle s'était planifié dans cette vie. En sachant qu'un principe important, c'est que dans notre vie, dans le chemin de vie qu'on se choisit en arrivant dans cette réalité-là, on se choisit rien qui ne soit insurmontable. C'est-à-dire que toutes les clés, on les a en nous. Toutes les clés, on les a en nous. On n'en a pas forcément conscience, mais les clés, elles sont dans nos poches. Okay ? Et justement, se reconnecter à l'Ayurveda, ça vous permet de prendre conscience de vos forces, parfois aussi de vos faiblesses, comprendre quelles sont les clés justement qui peuvent vous aider pour rétablir l'harmonie dans votre vie et comment justement apprendre à utiliser ces clés au quotidien pour recréer l'harmonie dans votre vie. Ok ? Donc l'objectif est de maintenir cet équilibre, ces proportions comme vous les avez reçues, comme vous les avez choisies. Donc ce qui veut dire que si on maintenait notre Prakriti tel qu'on se l'est choisi, on traverserait notre vie avec au meilleur potentiel pour vivre pleinement ce qu'on s'est choisi de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivrait que des choses positives, parce qu'encore une fois, des choses faciles, parce qu'encore une fois, on se choisit aussi certaines difficultés dans cette vie, sinon ce serait trop simple. Et c'est souvent dans les périodes, si vous prenez un peu de recul sur ce que vous avez vécu de compliqué ou de challengeant dans vos vies, c'est souvent là qu'on en apprend le plus, c'est souvent là qu'on grandit, qu'on évolue le plus, et parfois que derrière découle une harmonie plus grande en fait. Donc si on traversait notre vie sans créer de perturbations, on serait au meilleur potentiel pour vivre tout ça en fait. Sauf que c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, il y a des déséquilibres qui s'installent pour différentes raisons. Il y a des déséquilibres qui s'installent et notre constitution de naissance s'en trouve perturbée. D'accord ? Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est en perpétuelle interaction avec notre environnement. Notre environnement nous impacte, nous impactons notre environnement, mais globalement, l'environnement dans lequel vous vivez a quand même un plus fort impact sur vous que vous n'en avez sur lui. D'accord ? Donc si par exemple vous, 8 heures depuis des années, vous vivez en plein centre-ville de Paris, dans un environnement plutôt stressant, plutôt speed, parfois un peu pollué, comprenez que cet environnement a un fort impact sur les énergies qui vous composent. Beaucoup plus certainement que vous avez un impact sur lui. Si 8 heures par jour, vous travaillez dans un environnement où vous ne vous épanouissez pas, entouré de collègues avec lesquels vous ne vous entendez pas ou qui sont dans des énergies qui vous mettent mal à l'aise, eh bien cet environnement dans lequel vous vivez 8 heures par jour a un fort impact sur vous. Si depuis plusieurs années, vous ne pratiquez pas d'activité physique, vous avez une hygiène de vie qui n'est pas géniale, le fait de ne pas faire d'activité physique, le fait de vous alimenter de cette manière-là, forcément, ça c'est plus facile de compréhension, je pense pour la plupart d'entre vous, ça a eu un impact sur vous.
Okay, donc je parle là des énergies qui vous composent, de ce qu'il y a de plus profond en vous. D'accord? De ce qui ne se voit pas d'un prime abord, je parle des énergies qui vous composent. Donc un déséquilibre, c'est quoi? Globalement, pour simplifier un peu, vous avez bien compris qu'on fait de la vulgarisation ce soir. Hein. L'objectif, c'est pas de vous réciter l'Ashtanga Hridayam ou le Karaka Samhita. L'objectif, c'est que vous compreniez un petit peu en quoi l'Ayurveda peut vous aider. Quand votre constitution de naissance se déséquilibre, ça signifie qu'il y a, de manière générale, un ou plusieurs doshas qui va augmenter en quantité en vous, en fait. Ouais, qui prend trop de place. Il augmente. La proportion de ce dosha augmente en vous. D'accord? Donc, ce qui veut dire que votre prakriti est en train de se déséquilibrer. Donc, on parle plus de prakriti, on parle de vikriti. Ouais, la vikriti de quelqu'un, c'est sa constitution de naissance en déséquilibre. Donc, vous avez un ou plusieurs de ces doshas qui va augmenter. Et là, vous n'êtes plus dans les meilleures conditions pour vivre pleinement ce que vous êtes choisi de vivre dans cette vie. Ce que vous êtes choisi de vivre dans cette vie, vous allez le vivre. D'accord? Sauf que là, vous n'avez plus forcément vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes alerté. Vous êtes alerté du problème. Ouais. Vous êtes alerté du problème exactement comme dans votre voiture. J'aime bien donner cet exemple-là, cette image-là. Les voyants rouges qui sont sur votre tableau de bord vous alertent en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que votre pneu avant droit est dégonflé, que vous manquez un peu d'huile dans le moteur ou que la portière est mal fermée. Vous avez des voyants qui vous indiquent que ça ne va pas. Eh bien, en nous, c'est exactement la même chose. En permanence, on reçoit des messages pour nous informer si notre constitution est équilibrée, si on est dans les meilleures conditions pour traverser ce qu'on a choisi de se traverser dans cette vie. Chez nous, on appelle ça des symptômes. Et dans notre culture, on a appris à les diaboliser, ces symptômes. On a appris à en avoir peur et on a appris à leur faire la guerre. Donc les symptômes, c'est quoi? Ils peuvent s'exprimer sur différents plans. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan mental ou émotionnel. Ça peut être des choses à peine perceptibles. Ça peut être des cernes. Ça peut être un peu plus de frilosité. Ça peut être des boutons. Ça peut être la peau qui rougit. Ça peut être la peau qui est plus blanche que d'habitude. Ouais, on va pas s'alerter pour ça. Hein. En général, ces messages-là, on les entend pas et on réagit pas forcément à ce style de message. On cherche pas en tout cas à comprendre. On percute pas forcément sur le message qui est en train de nous être envoyé. Sauf qu'un message, si on n'y répond pas, il y a de grandes chances qu'il reste présent ou qu'il cherche à revenir et à se faire entendre. Hein. Comprenez un peu ce qui se passe en vous. C'est un petit peu comme si votre être intérieur, à l'intérieur de vous, la partie la plus élevée de vous-même, pour pas dire votre âme, était en train de vous informer que là, ça va pas. Là, ça va pas, il y a un déséquilibre qui s'installe, il faut que tu réagisses. Donc le message, au début, elle vous le dit gentiment, elle vous le susurre à l'oreille. Ouais. Elle vient gratter à la porte. Et vous dire, attention, ça serait bien que tu changes 2-3 choses dans tes routines de vie parce que là, tu es tranquillement en train de te déséquilibrer. Vous entendez pas, vous continuez d'agir comme vous le faites d'habitude. Ok? Là, vous commencez maintenant, les messages sont envoyés, sont un peu plus forts. C'est-à-dire qu'au début, ça grattait à la porte, maintenant, ça toque à la porte un peu plus fort. Vous commencez à cogiter beaucoup, à être un peu anxieux, un peu stressé. Vous avez perdu 2 kilos. Vous êtes irritable. Vous avez de la diarrhée. Votre transpiration, elle a changé. Vous transpirez plus que d'habitude. Et l'odeur de votre transpiration, elle a changé. Vous êtes un peu piquant avec les gens. Vous avez du mal chez vous à faire ce que vous devez faire. En fait, vous procrastinez beaucoup. Vous entassez les choses. Il y a le tas de linge qui s'entasse là-bas, le tas de vaisselle qui s'entasse. Vous devez faire des papiers, vous ne les faites pas. Vous commencez à vous enfermer un peu chez vous, dans votre bulle. Même chose, ce style de message là, ce style de perturbation un petit peu, on ne nous a jamais appris à être à l'écoute de notre ressenti. On ne nous a jamais appris à nous connecter à ce que nous ressentions.
On nous a appris à aller de l'avant. Il faut être productif, il faut aller de l'avant. T'es fatigué, t'y vas quand même. T'as mal, t'y vas quand même. Donc forcément, dans cette culture du no pain, no gain, on n'y fait pas attention à ces messages-là. D'accord? Donc on ne répond pas à nouveau aux messages qui nous sont envoyés. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous dans cette situation-là. Vous savez que votre meilleur ami va pas bien. Il est chez lui. Vous êtes à sa porte. Vous avez commencé à toquer à la porte. Vous savez qu'il est derrière la porte. Vous savez qu'il est là. Vous toquez à la porte, il ne répond pas. Vous cognez à la porte plus fort, il ne répond pas. Vous savez qu'il est derrière. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il y a de grandes chances que vous mettiez à tambouriner très fort à la porte pour qu'il vous entende, à sonner en même temps, voire à mettre des coups de pied dans la porte, parce que vous savez qu'il est derrière et qu'il doit vous entendre, qu'il doit vous ouvrir, parce que vous voulez l'aider en fait à aller mieux. Et bien c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Les symptômes deviennent de plus en plus forts pour nous alerter d'un déséquilibre. On devient insomniaque, on a perdu 4-5 kilos, on a des angoisses, on se réveille la nuit, ça va plus du tout, on a du mal à se concentrer dans le travail, on a des cernes jusque-là, les gens nous font remarquer qu'on a mauvaise mine, on est super irritable, on s'embrouille avec tout le monde. On a failli d'ailleurs créer un accident sur la route l'autre fois parce qu'il y a un mec qui vous a fait une queue de poisson, vous avez accéléré, vous lui avez collé au derrière, vous avez failli en déboîtant shooter le scooter qui passait à côté de vous, vous vous embrouillez avec vos collaborateurs, avec vos clients, ça vous crée des problèmes, on vous dit qu'il faut vous détendre, vous venez de vous prendre un avertissement peut-être, vous avez même des inflammations dans le corps là, vous commencez à avoir un ulcère à l'estomac peut-être. Vous avez pris vous avez pris 10 kilos. Vous avez vraiment pris du poids. Vous êtes dans une phase un peu léthargique de votre vie, un peu dépressive. Vous voulez voir plus personne maintenant. Vous sortez plus de chez vous. Les choses s'entassent de plus en plus chez vous. Vous restez dans votre canapé, dans votre couette, à manger des choses sucrées et à regarder des soaps à la télé. D'accord? Les symptômes là sont très forts. Et donc là, ça tambourine très fort à la porte. Et là, on commence à réagir. Sauf comment on nous a appris à réagir dans ce cas de figure-là. On nous a appris qu'il fallait tuer le messager en fait. Ouais, on nous a appris à buter le messager. Le messager, c'est les symptômes. Les symptômes, ils sont là pour vous avertir d'un déséquilibre profond. On vous a appris à leur dire ferme ta gueule. Donc qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à dormir, on prend des somnifères. On a des inflammations partout dans le corps, on prend des anti-inflammatoires. On est dépressif, on prend des antidépresseurs, etc., etc. Sauf que, alors je suis pas en train de dire, attention, qu'il faut pas forcément prendre tout ce que je viens de vous citer. Ça peut particulièrement aider dans certains cas extrêmes, mais que peut-être qu'avant d'en arriver là, il y a plein de messages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'en arriver là, avant que ces messages soient tellement forts que vous n'ayez plus d'autre choix que de les écouter, il y en a certainement eu d'autres avant, et que tous ces messages-là, peut-être depuis des mois, voire des années, on ne les a pas entendus, on n'y a pas répondu. Et que maintenant, le seul moyen qu'on a d'y répondre, c'est de les museler. Sauf qu'en les muselant, on ne résout pas le problème. Ouais. Museler les symptômes, c'est comme les voyants rouges de votre bagnole, là, ça clignote partout dans votre voiture. Bah, franchement, quand les voyants rouges ils clignotent dans ma caisse, moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que je vais aller dépenser de l'oseille pour amener ma bagnole, pour faire une vidange, pour aller au mécano, pour faire changer le pneu qui est crevé. Ça m'emmerde royal. Mais pourtant, je vais y aller en fait. Je vais y aller parce que je sais que j'ai pas d'autre choix. Je sais que j'ai pas d'autre choix. Si j'ai le choix de continuer à rouler avec un pneu dégonflé, j'ai le choix de continuer de rouler avec pas d'huile dans le moteur, mais je sais très bien que c'est pas viable sur du moyen terme en fait. Donc je vais aller réparer, je vais écouter les messages, je vais réparer. À aucun moment, il me viendrait à l'idée de dire putain, ces voyants rouges, ils m'emmerdent. Allez, boum, je les retire les voyants rouges et c'est bon, j'ai réglé le problème. Et ben c'est exactement ce qu'on nous apprend à faire depuis qu'on est gamin. On nous apprend à museler ces symptômes, c'est exactement comme si on nous apprenait ah, t'as un problème, t'as le voyant rouge qui clignote là? Bah regarde, tu le retires, t'as plus de problème. Vas-y, continue à rouler, tu peux rouler. Bah c'est exactement ce qui se passe. Quand on vous retire une thyroïde, quand on vous retire une vésicule, c'est exactement ce qui se passe. On retire le symptôme. Il n'y a plus de problème. Vous avez des problèmes de vésicule, monsieur? Ah, pas de problème, on vous l'enlève. Plus de problème de vésicule. Sauf pourquoi il y a eu ce problème?
Quelle était la cause? C'était quoi le message derrière à comprendre? Si la cause du message n'est pas résolue, si ce qui devait être compris n'est pas été compris, le message reviendra et beaucoup plus fort parce que l'objectif derrière tout ça, c'est que vous entendiez ces fichus messages. C'est que ces messages, on les entende parce que l'objectif, c'est qu'on puisse travailler cette vie, traverser cette vie dans l'harmonie et pas dans la souffrance et pas dans la douleur. L'objectif ultime de cette vie, c'est d'être dans le bonheur, c'est d'être dans l'harmonie d'une manière ou d'une autre, d'atteindre cette harmonie-là en fait. Ouais. Sauf qu'on ne peut pas l'atteindre en étant dans des déséquilibres. Donc on reçoit ces messages pour rétablir l'équilibre. Et pour rétablir l'équilibre, ces messages, qu'est-ce qui nous crie à l'oreille? Il nous crie change. Change. Change peut-être ta manière de manger. Change peut-être de boulot. Change peut-être ta manière d'appréhender ton travail. Change ton comportement à la maison, avec ta femme, avec tes enfants. Change de lieu de vie. Change ta manière de prendre soin de ton corps. Va faire du sport. Ou arrête de faire ce style de sport. Fais plutôt ce style de sport-là. Et tant qu'on ne les a pas entendus, ces messages, ils reviendront. Ils reviendront jusqu'à ce qu'on les comprenne. Et je vous mets à l'aise, si à un moment donné, le messager, c'est-à-dire la partie la plus élevée de vous-même, qui elle connaît le chemin, qui elle sait qui vous êtes au plus profond de vous, si cette partie-là de vous-même veut vous faire entendre raison, elle vous fera entendre raison. Même si elle doit vous foutre la gueule par terre, la tête dans votre caca, c'est exactement ce qui se passera. C'est exactement ce qui se passe quand pour réagir et changer les choses dans votre vie, vous attendez d'avoir fait un putain de burn-out. Voire même, peut-être même 2 burn-out. C'est ce qui se passe dans votre vie quand vous attendez pour faire des changements dans votre vie, d'avoir fait un cancer. Une grande claque dans la gueule qui vous a obligé à revoir complètement vos priorités dans votre vie. C'est ce qui se passe quand, pour changer, pour commencer à grandir, vous attendez d'en être à votre 2e, 3e, 4e divorce dans la souffrance, dans la douleur, avant d'apprendre à se dire ok, peut-être que le point commun à toutes ces situations c'est moi, peut-être qu'il faut que moi je travaille quelque chose sur moi pour aller mieux en fait, pour entendre le message qu'il y a derrière, pour établir l'harmonie qui est dans ma vie en fait, l'harmonie dans ma vie. Donc je suis désolé si je vous bouscule un petit peu, mais l'objectif de l'Ayurveda il est là en fait. L'objectif il est là. 1. Apprendre à se connaître, comprendre qui on est au fond de soi, comprendre les forces qui sont les nôtres, comprendre nos faiblesses aussi, apprendre à aimer nos forces, à les accepter, mais peut-être aussi apprendre à accepter et à aimer nos faiblesses, parce que c'est peut-être qu'au travers de ces faiblesses-là qu'on deviendra peut-être la personne la plus harmonieuse dans cette vie en fait. Et une fois qu'on se connaît, qu'on a fait la paix avec soi, c'est d'arriver quotidiennement, ou en tout cas le plus régulièrement possible, à poser des actes dans notre vie qui nous permettent qui soient le plus en phase avec qui on est au fond de nous. D'accord ? Si je reviens sur ces 3 doshas, Pitta, comment savoir, là, si vous nous écoutez, comment savoir comment vous avez la proportion de ces énergies-là en vous? Alors oubliez les tests dans Marie-Claire, dans les revues. Je suis sûr que là vous vous dites mais moi je connais ma constitution de naissance. L'été dernier sur la plage j'ai fait un test dans une revue, etc. Ou pourquoi pas dans un bouquin. Allez voir un thérapeute. Moi je vous conseille, c'est vous regardez sur internet, vous renseignez un petit peu, allez voir un thérapeute. Je peux vous en conseiller, je pratique moi-même, donc si vous avez besoin de déterminer votre constitution ayurvédique, on peut prendre rendez-vous, m'envoyer un message en privé. Après vous en avez certainement près de chez vous,
Mais allez voir un thérapeute. C'est le meilleur outil pour cerner en profondeur vos constitutions de naissance. Un vrai professionnel qui va prendre le temps de discuter avec vous, d'échanger pendant à peu près 1 heure et demie. Vous allez parler de votre vie avec lui, de votre enfance, de votre adolescence. Il va vous scruter un petit peu sur tous les plans, mental, émotionnel, spirituel, physique. Et il va déterminer la proportion de ces énergies-là en vous. Donc encore une fois, l'objectif, c'est que vous puissiez mieux vous connaître. Savoir qui vous êtes au fond de vous et quelles sont vos forces et vos faiblesses. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de pitta. Beaucoup de pitta, c'est des gens qui aiment les challenges, qui aiment relever des défis, qui ont besoin de passion dans leur vie. C'est des gens fougueux, c'est des gens qui ont un côté un peu leader dans ce qu'ils font. Physiquement, c'est des gens qui ont un physique plutôt harmonieux, ni trop grand ni trop petit, plutôt un physique harmonieux. C'est des gens qui ont un teint plutôt lumineux. Les hommes ont tendance à avoir les cheveux gris un peu tôt, voire la calvitie un peu précoce. C'est des gens qui aiment relever des défis. C'est souvent des gens qui, dans le milieu professionnel, ont pris des responsabilités dans leur job, ont peut-être même créé leur boîte. Donc voilà un peu rapidement pour cerner les traits de Pitta. Vous êtes peut-être reconnu dans certains de ces traits. Vata, comment on reconnaît Vata en soi? Vata, souvent c'est des physiques un petit peu extrêmes, soit très grands, très petits, plutôt secs. Donc avec les os très apparents, les clavicules apparentes par exemple, des muscles plutôt secs. C'est des gens très créatifs, très enthousiastes, très joyeux, très flexibles, qui s'adaptent très vite aux situations, qui ont un contact facile avec les gens, qui ont besoin d'être entourés, qui ont besoin de mouvement, qui ont besoin que ça bouge autour d'eux, qui détestent la routine. C'est des gens créatifs. On retrouve beaucoup de Vata dans les milieux artistiques, dans les milieux de la com, dans les milieux du marketing, chez les artistes. Si vous aimez la musique, la peinture, c'est des rêveurs. C'est souvent des gens qui sont beaucoup dans leur tête en fait, beaucoup dans la cogitation, beaucoup dans leur tête. Kapha, c'est des gens solides, physique un peu plus solide, une ossature plus forte, des muscles plus ronds, une tendance peut-être à prendre du poids plus facilement. On parle de force tranquille quand on est en présence de Kapha. C'est des gens qui sont dans l'écoute, calmes, stables. C'est des gens qui sont très tournés vers l'humain, très tournés vers le vivant, je dirais. Que ça soit l'être humain, que ça soit les animaux, que ça soit la nature. C'est des gens pour qui la famille c'est important. C'est des gens pour qui la protection animale ça peut être important, la protection de la nature. C'est des gens stables qui restent ancrés dans ce qu'ils font, qui sont fidèles en amour, en amitié, qui gardent le même job longtemps, les mêmes activités longtemps, qui n'aiment pas forcément trop de changements et trop de bouleversements dans leur vie. Okay. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des côtés plutôt sympas de chacune de ces énergies. Vous voyez, chacune de ces énergies, on les a toutes en nous, dans des proportions différentes. Donc bien évidemment, plus vous avez de Vata en vous, plus les qualités, les forces de Vata, l'enthousiasme, la joie, la vivacité d'esprit, la créativité sont développées chez vous. Plus vous avez de Pitta en vous, plus le courage, la détermination, le côté leader est présent en vous. Plus vous avez de Kapha en vous, plus la solidité, la force, l'endurance, le côté à l'écoute humain est présent en vous. Mais chacune de ces énergies a son côté sombre, son côté obscur. Donc Pitta par exemple, le côté obscur souvent quand cette énergie prend trop de place, c'est la colère, c'est la frustration, c'est les inflammations dans le corps, les tendinites à répétition, les ulcères à l'estomac, l'irritabilité, l'hostilité, le conflit, la chaleur qui est en vous et que vous déversez chez les gens en fait. Qu'est-ce qui peut faire ressortir le côté obscur de Pitta? Beaucoup le boulot en fait. La pression qu'on se met dans le travail.
La pression qu'on se met nous-mêmes ou qu'on nous met au-dessus ou qu'on met à nos collaborateurs. Le fait de devoir respecter des objectifs, atteindre des objectifs, faire du chiffre, ça fait particulièrement augmenter Pitta chez nous. Vata, les côtés sombres de Vata, c'est la surcogitation. La surcogitation, ça tourne dans la tête. Donc qui dit surcogitation, dit anxiété, peur, problème de sommeil. L'excès de Vata, ça peut vous poser des gros problèmes de focus, de maintien de votre attention. Vous avez du mal à rester concentré sur ce qui se passe en face de vous. Vous avez du mal à aller au bout des choses, vous entreprenez plein de choses, vous terminez pas. Et les côtés les plus sombres de Vata, c'est l'autodestruction. C'est l'addiction à l'alcool, aux drogues, à la cigarette, au sexe, au jeu. C'est brûler la chandelle par les deux bouts. Voire même le vol. Donc, les côtés sombres de Vata, ils sont bien sombres. Le côté sombre de Kapha, qu'est-ce qui peut, augmenter, vous faire basculer du côté sombre chez Vata? Déjà, plus vous avez de Vata en vous, plus vous êtes sujet au côté sombre de cette énergie-là. Plus vous allez tomber dans les pièges d'un environnement qui est très fort en Vata. Et je vous mets à l'aise, on vit à une époque où on est entouré de cette énergie-là partout. On vit à une époque où tout va très vite. On est tous en permanence sursollicités, de partout. Dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on goûte, dans ce qu'on touche. On a tous au bout de la main en permanence un smartphone qui nous permet d'être connectés au reste du monde, de recevoir des informations partout. On a la télé, on a les écrans. On ne peut pas échapper au stress provoqué par BFM TV. À la surstimulation de toutes ces informations, et ça c'est particulièrement fort pour augmenter Vata. Kapha, côté obscur de Kapha, c'est la léthargie, c'est la lourdeur, c'est la prise de poids, l'obésité, voire l'obésité morbide, c'est l'inertie mentale, on n'a plus goût à rien, on est fatigué, on est las. La lassitude, voire la fainéantise. On a envie de rester dans sa grotte, de voir personne et de se laisser dépérir la tête dans le pot d'agendas. Ça c'est le côté sombre de Kapha. Alors particulièrement, qu'est-ce qui peut nous faire augmenter Kapha dans nos vies? Moi ce que je vois beaucoup en tout cas, c'est l'alimentation. Une alimentation trop riche, trop lourde, trop riche en produits laitiers, trop riche en gluten, et particulièrement kaphaïsante au fait, aussi. Et cette peur du rejet, en fait, la peur de ne pas être accepté de l'autre, de ne pas être aimé de l'autre, ça c'est quelque chose aussi qui fait beaucoup augmenter Kapha. Donc vous voyez, chacune de ces énergies a ses forces et ses faiblesses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître ça. Tant que vous ne connaissez pas ça, à mon sens, c'est difficile de se comprendre en fait. C'est très facile quand on ne se connaît pas vraiment intimement, quand on n'a pas conscience de ses forces et de ses faiblesses, vraiment au plus profond de nous. C'est tellement facile de se planter en fait. C'est tellement facile de se paumer dans cette vie, c'est tellement facile de se laisser influencer par l'avis de la copine qui va te dire « Tiens, essaye ce régime ». La copine qui va te dire « Tiens, viens faire cette activité avec moi, viens faire de la Zumba, viens faire cette activité-là, en fait. » À partir du moment où vous apprenez vraiment à vous comprendre et vous vous connectez à tout ça, il devient c'est beaucoup plus facile de faire des choix, ce que j'appelle des choix en pleine conscience. Des choix en pleine conscience, c'est des choix dont vous savez consciemment s'ils sont alignés avec vous ou pas. Tant qu'on ne se connaît pas, on n'a pas cette conscience-là. Tant qu'on ne se connaît pas, on est très influençable par ce que l'autre va dire ou nous inciter à faire. Comprenez? Vous êtes très influençable dans vos choix en fait. Dans vos choix de vie, dans votre choix
vie privée, lieu d'habitation, couleur des rideaux. Vous êtes très influençable dans vos choix professionnels, dans le comportement qu'on attend de vous dans le boulot, dans le fait de vouloir rentrer dans certaines cases alors que peut-être elles sont pas faites pour vous. Vous êtes très influençable dans vos choix alimentaires. Vous mangez peut-être comme votre conjoint ou votre conjointe a envie de manger, alors peut-être que ça vous correspond, mais peut-être qu'elle est différente de vous et que ça ne vous correspond pas du tout. Euh, Vous faites peut-être des choix aussi en termes d'activité physique, l'activité physique que vous faites en ce moment. Comment vous êtes arrivé à cette activité physique-là? Est-ce que ça a été un choix réfléchi, conscient, pleinement, ou est-ce que c'est parce que votre pote là, il vous dit tiens, viens faire du crossfit avec moi, ou viens faire de la zumba avec moi, ou viens faire du body combat avec moi, tu vas voir, c'est génial. Ouais, c'est génial pour lui, mais lui, c'est pas vous en fait. Lui, c'est pas vous. Donc c'est là où parfois il est très facile de basculer en fait et de se perdre. Ok? Ne quittez pas, je relance Instagram qui a dû couper. Je suis là. Ok, donc je vous disais, il est très facile de se perdre en fait. Il est très facile de se perdre dans cette vie et de faire des choix importants, hein. Quand vous choisissez un lieu de vie, quand vous choisissez un job, quand vous choisissez une activité physique, quand vous choisissez un régime alimentaire, quand vous choisissez plein de choses en fait. Tout ça, ça a de l'impact sur nos vies en fait. C'est pas anodin en fait. Ça a un impact forcément très important sur notre épanouissement personnel. Et beaucoup de gens, en fait, se retrouvent dans une réalité qui n'est pas faite pour eux. Ouais. Ils vivent à la campagne, voilà. La jeune femme, là, elle vit à la campagne. Mais pourquoi elle vit à la campagne? Elle a une belle maison à la campagne, hein. Sauf qu'elle vit dans cette maison à la campagne parce que c'est son conjoint, en fait, qui a dit ouais, mais j'aimerais bien qu'on achète une maison un peu isolée, en lisière de forêt, au calme. Parce que lui, ça lui correspond. Ouais, parce que lui, peut-être dans sa constitution de naissance, il a beaucoup de kapha. Et ce kapha le pousse à la solitude, ce kapha le pousse à se rapprocher de la nature. Sauf que manque de bol, sa conjointe, elle a énormément de vata en elle. Elle a beaucoup de vata en elle. Et ce vata, c'est la sociabilité, c'est la vie, c'est le mouvement. Et là, ça fait des années peut-être qu'elle fait taire son vata à l'intérieur d'elle pour faire plaisir à son conjoint. Alors les premiers mois, les premières années, ça allait, mais maintenant que la magie de la découverte et amoureuse est un petit peu passée, là ça devient beaucoup plus problématique. Et c'est ce qui fait que cette femme peut-être n'est pas bien dans sa vie en fait. Et quand elle parle de qu'elle n'est pas bien dans sa vie à ses copines comprennent pas. Elles comprennent pas. Mais putain, ton mari il est génial. T'as une superbe maison, t'as des beaux enfants, t'as une belle situation, regarde le grand jardin que tu as, mais elle est pas bien, pourquoi? Parce que elle, ce qu'elle a besoin, c'est de l'effervescence d'un centre-ville, et le premier centre-ville, il a 50 bornes. Elle a besoin de voir ses copines souvent, elle a besoin de sociabilité, et son mari, il veut jamais sortir, elle a besoin de voir du monde, et c'est pas possible en fait, et elle est malheureuse. Et elle s'est enfermée dans cette situation-là, pourquoi? Bah, une, pour faire plaisir à son conjoint peut-être, mais aussi parce qu'elle se connaît pas en fait. Si elle s'était vraiment connue intimement, elle aurait su dès le départ que c'était pas viable sur du long terme en fait. Donc elle aurait peut-être trouvé un compromis avec son conjoint. Un autre cas de figure. Euh, Ce mec-là, il est malheureux dans sa vie. Pourquoi il est malheureux dans sa vie? Pourtant, il gagne 5000 euros par mois. Il gagne 5000 euros par mois, il est salarié, il remplit des tableaux Excel, il est comptable peut-être dans une grosse boîte. Il a un super poste. Vous allez me dire, les comptables, si vous regardez, vous ne gagnez peut-être pas 5000 balles par mois. Vous allez me dire, il se fout de notre gueule. Bref, peu importe le métier qu'il fait, il est salarié dans une boîte. Ce mec-là, avant d'être salarié, il était entrepreneur. Il vivait de sa passion. Sa passion à lui, c'était de fabriquer des cannes à pêche. Et il était au taquet
Vraiment, ça le faisait vibrer tous les jours d'aller dans sa petite entreprise, de préparer ses cannes à pêche, de trouver des clients, de vendre et de fabriquer tout ça. C'était sa passion. Et lui, il a besoin de passion. Pourquoi il a besoin de passion dans sa life? Parce qu'il a tellement de pita en lui. Il a tellement de feu en lui. Et que sans cette passion, eh bien, il est en train de mourir à petit feu en fait. Ouais, et c'est ce qui se passe là. Pourquoi il a changé de taf? Pourquoi il a décidé un jour de mettre sa petite entreprise de côté? Bah pour rassurer sa femme, qui elle avait besoin de sécurité financière, qui elle avait besoin de sécurité parce que c'était trop aléatoire, c'était trop, c'était trop risqué. Leur vie avant, c'était trop pas assez peut-être rentable. Ce qui fait que après plusieurs années de et pour faire plaisir à son épouse, il a décidé d'accepter un poste de salariat. Ok. Sa femme est très contente, mais lui, il meurt à petit feu. Parce que là, il fait un job dans lequel il s'épanouit pas, dans lequel sa passion ne peut pas s'exprimer, et dans lequel il n'est pas heureux, en fait. Alors oui, il gagne bien sa vie, oui, il gagne bien sa vie, ça lui permet de vivre plein de choses, mais la passion, elle n'y est pas. Et un pita sans passion, c'est la catastrophe. Ouais, à tous les niveaux. Dernier cas de figure, je donne des exemples en lien avec le travail, parce qu'encore une fois, c'est un facteur influençant votre épanouissement qui est très important. Cette jeune femme-là, toute petite, elle adorait, elle était très créative. Ouais, elle dansait, elle se déguisait, elle faisait des dessins, elle était joyeuse, elle voulait être danseuse étoile. Elle voulait être danseuse étoile, elle voulait être chorégraphe, elle voulait monter à Paris, faire des castings, elle voulait vivre de sa créativité, vivre de sa passion et voir du monde ouais, elle rêvait sa vie en fait. Sauf que papa et maman en ont décidé autrement en fait. Ouais. Après lui avoir mis bien la pression, lui a fait comprendre que non, c'est pas possible en fait. Danseuse, non, tu peux pas gagner ta vie avec ça, c'est pas un métier sérieux, tu gagneras jamais ta vie avec ça, il faut que tu aies quelque chose de stable. Arrête de rêver. Ouais, vous l'avez peut-être déjà entendu ça dans votre vie. Arrête de rêver. Arrête de rêver. Ok. Bah, putain, quand tu éteins tes rêves, bah, tu prends en gros ce qui t'arrive sous le nez. Et elle s'est retrouvée à faire des études de comptabilité. Pourquoi elle s'est retrouvée à faire des études de comptabilité? Parce que ses copines allaient dans cette fac-là. Et comme elle ne pouvait pas faire vraiment ce qui la faisait rêver, elle s'est retrouvée dans la même fac que ses copines, à faire les mêmes études peut-être que ses copines ou que ses parents. Pourquoi pas? Parce que papa, il est comptable aussi. Et maintenant, elle est comptable elle-même. Tous les jours, elle est derrière un ordinateur et elle rentre des chiffres dans des tableaux Excel. Elle gagne bien sa vie. Sur plein d'autres domaines, tout va bien. Mais là, 8 heures par jour, elle ne peut pas s'épanouir pleinement dans son travail parce qu'elle ne peut pas exprimer toute la créativité qui est en elle, tout le vata qui est en elle, qui la pousse à la créativité, qui la pousse à créer des choses, à être dans l'interaction, à être dans la sociabilité. C'est pas possible ici. C'est pas possible dans ce cadre-là. Puisque elle travaille dans un bureau, devant son ordinateur, les seuls contacts humains qu'elle a, c'est de temps en temps son patron qui vient lui taper sur l'épaule pour lui demander de faire ceci ou cela, et la seule créativité, c'est le format des cases de son tableau Excel, par exemple. Ben, elle est malheureuse. Et pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation-là? Ben, par la pression des autres. Parce que c'est là où c'est complexe. Hein. C'est complexe, surtout si vous êtes parent, peut-être que vous avez des enfants. Ben parfois, c'est tellement facile de projeter sur ces enfants ses peurs ou ses envies, ses attentes, qui sont les nôtres au final. Ouais. Sauf que nos enfants, c'est pas nous en fait. Ils sont pas nous, ils ont leur propre chemin à vivre. Ils ont leur propre vie à vivre. Ils ont leur propre constitution de naissance, ils ont leurs propres énergies à l'intérieur d'eux. Ils ont leur propre personnalité. Et sans le savoir, ces parents-là, en pensant faire le bien de leur petite fille, quelque part, ils lui ont coupé les ailes en fait.
Ce qui fait qu'une fois adulte, elle se retrouve à être dans une réalité qui n'est pas la réalité dans laquelle elle va s'épanouir. Et elle s'enferme dans cette réalité-là parce qu'elle a oublié en fait. Elle a oublié qu'enfant, elle était particulièrement créative, qu'elle aimait danser, elle aimait faire du théâtre, elle aimait faire de la peinture, elle aimait chanter, elle aimait rire, elle a oublié tout ça. Et là, elle est en dépression, elle ne comprend pas pourquoi. Ça va pas du tout. Le jour où elle va tomber sur un bon thérapeute qui va la reconnecter avec qui elle est vraiment, en lui parlant des énergies qui sont les siennes, qui va lui rappeler, en lui rappelant son enfance, comment elle était petite fille, qui va remettre le doigt sur toute cette créativité qui a été étouffée, sur tout ce vata qui a été étouffé depuis tant d'années, sa vie va radicalement changer. Ouais, peut-être que sa vie va exploser, peut-être qu'il y aura 2-3 dommages collatéraux à côté, mais elle va être tellement plus heureuse. Ouais. Et le shift, c'est ça. Le shift, c'est ça. C'est à un moment donné, depuis tout petit, peut-être, on vous a mis dans une putain de boîte. Vous vous êtes forcé à rentrer dans une boîte dans laquelle vous n'êtes pas bien, dans laquelle vous êtes à l'étroit, dans laquelle certains de vos amis, eux, ils sont très bien, hein, ils sont dans la même boîte que vous, mais vous n'êtes pas bien dans cette boîte-là. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas bien dans cette boîte, parce que les autres sont bien dans leur boîte. Ouais. Le jour où vous allez prendre pleinement conscience de qui vous êtes, vous allez vous apercevoir des contours de cette putain de boîte. Et si le thérapeute est bon, si le coach qui vous accompagne est bon, il va vous expliquer comment exploser cette boîte. Et le jour où vous allez exploser cette boîte, c'est le jour où vous allez devenir vraiment vous. Et c'est le jour peut-être, votre vraie naissance, ça va être ce jour-là en fait. Ouais. Certains d'entre vous, ça vous est peut-être déjà arrivé, si vous me regardez ce soir. Peut-être que cette boîte, cette reconnexion à vous-même, vous l'avez explosée peut-être il y a quelques années. Ça s'est peut-être fait en perte et fracas. Hein. Parce que souvent, les gens, ils comprennent pas pourquoi vous voulez sortir de votre boîte. Ouais, cette jeune fille-là, qui voulait être danseuse, si elle était sortie de sa boîte plus tôt et qu'elle avait dit papa, maman, allez vous faire foutre, je veux être danseuse, je monte à Paris, je vais danser dans des cabarets. Il y a de grandes chances peut-être que papa, maman, ça ait brisé 2-3 liens avec leur fille. Peut-être qu'ils ne se seraient pas vus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être que ça aurait perturbé très très fort papa, maman à ce moment-là. Le fait que vous sortiez dans votre boîte. Peut-être que cette jeune fille-là, qui avait tout ce vata en elle, peut-être même qu'elle a fait une tentative de sortir de sa boîte, à la vingtaine. Et peut-être que papa, qui est-ce qui l'a remis dans sa boîte très fort? Ça a été papa ou maman. Ou peut-être le conjoint. Ouais, je fais beaucoup d'images là, mais c'est pour que vous compreniez l'intérêt de se reconnecter à vous et à quel point le jour où on se reconnecte pleinement à soi, c'est le début vraiment de notre vie en fait. Et que ce jour-là, la vibration de tout ça va complètement chambouler peut-être toute la réalité qui vous entoure. Et que peut-être les premières personnes qui vont vouloir que vous retourniez dans votre boîte, que vous retourniez comme vous étiez avant, ça va être les personnes les plus proches de vous. Votre conjoint, votre conjointe, votre famille proche ou vos amis proches qui tout d'un coup, parce que vous vous êtes reconnecté à qui vous êtes, vous reconnaissent plus et prennent peur peut-être aussi de qui vous êtes, de la personne que vous êtes en train de devenir. Et aussi beaucoup parce que ça les confronte au fait que eux-mêmes n'ont jamais eu le courage de faire la même chose. Ces personnes-là vont vous essayer de vous sabrer un petit peu l'herbe sous le pied pour que vous retourniez dans votre boîte. Ouais. Donc, l'Ayurveda, ça vous permet d'exploser cette fichue boîte dont je suis en train de vous parler. Ouais. En vous reconnectant à vous, en comprenant vos forces, en comprenant vos faiblesses, en vous reconnectant aussi à vos sensations, aux messages de votre corps. Apprendre à les entendre, ces messages.
Apprendre à les écouter, ces messages, et pas chercher à les faire taire, ces fameux symptômes. Et apprendre à savoir y répondre. Ok, là je reçois plein de messages, je suis en excès de vata. Je suis en excès de vata. Comment je sais que je suis en excès de vata? Parce que je cogite, j'ai froid, je suis constipé, ma libido elle est en berne, j'arrive pas à avoir d'enfant, je me réveille la nuit, je suis insomniaque, j'ai perdu du poids, j'ai des cernes pas possibles, j'ai du mal à m'ancrer dans ma vie professionnelle, amoureuse. Tout ça c'est quoi? C'est plein de symptômes en fait. Pris séparément, c'est plein de symptômes différents. Il y en a des physiques, il y a des mentaux, il y en a des émotionnels. Si vous les prenez, si vous n'avez pas conscience que ces symptômes viennent d'une même cause, qui est votre excès de vata, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez chercher un spécialiste pour votre sommeil, un spécialiste pour votre perte de poids, un spécialiste pour votre libido, un spécialiste pour vos problèmes de cogitation, vos problèmes d'organisation dans le travail. Alors qu'il en suffit d'un qui mettent le doigt sur la cause première, qui vous explique en fait que tous ces symptômes, tous ces messages, ils vous disent tous la même chose, tu es en excès de vata. Tu es en excès de vata. L'énergie vata qui est en toi prend beaucoup trop de place, régule-la. Change des choses dans ta vie, régule-la. Ouais. Comment réguler vata? On va rapidement comme ça, quelques petites astuces. Il faut retrouver de la régularité. Régularité dans les repas, régularité dans le sommeil. Changez vos routines du soir pour favoriser un bon sommeil. Mangez chaud, mangez mijoté, rajoutez du bon gras dans votre alimentation. Massez-vous le corps avec de l'huile de sésame. Faites-vous masser, passez du temps avec les gens qui comptent pour vous, avec de la famille proche, avec des amis proches. Ralentissez. Ralentis. Je sais que tu me regardes. Je sais que tu sais que tu es en excès de vata. Ben ralentis. Ralentis. Ouais. Ralentis ou le mur, boum, te fera ralentir très vite un de ces quatre. Donc voilà, les messages, ils sont là. Donc quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous explique ça, il vous donne les outils. D'accord? Si vous prenez rendez-vous avec moi, je vous aide à vous reconnaître. Je vous aide à vous reconnecter à qui vous êtes au plus profond de vous. 2, je vais vous aider à comprendre le déséquilibre qui est peut-être le vôtre, d'où il vient, pourquoi il est là, et quoi faire pour le réguler, ce déséquilibre, avant que ça devienne trop compliqué pour vous, en fait. Ouais, que ça soit moi, parce que je suis devant vous, je vous explique tout ça, donc naturellement, je vous parle de moi, mais ou que ça soit quelqu'un d'autre, allez voir un thérapeute ayurvédique, et je suis sûr que vous en avez près de chez vous, et qui peut vous accompagner là-dedans. D'accord? L'excès de pitta, comment je sais que je suis en excès de pitta? Ouais, bah déjà parce que je sais que j'en ai beaucoup en moi. J'en ai beaucoup en moi. Je sais que dans mon travail, en ce moment, c'est la grosse pression. On me met de la pression au-dessus, moi j'en mets en dessous. Donc forcément, mon pitta en ce moment, il explose. Mais physiquement, c'est quoi les messages? Les messages, c'est quoi? Bah, je suis irritable. Je m'engueule avec tout le monde, j'ai les yeux rouges le matin, j'ai des bouffées de chaleur, je suis un vrai tyran. Je suis un vrai tyran à la maison avec les enfants, je suis un vrai tyran avec ma conjointe, je suis un vrai tyran au travail. Dans tout ce que je fais, je suis sous la pression, je supporte pas les retards. Je suis à fond sur la caféine en ce moment. Je suis très attiré par la viande rouge. Et j'ai envie de mettre des tartes à peu près à tous mes collaborateurs H24. Ouais. D'ailleurs, j'en ai mis une la semaine dernière. D'accord? C'est un exemple, je ne suis pas en train de vous parler de moi, naturellement. Mais voilà, tout ça, c'est des messages. Tous, ce sont des messages qui peuvent s'exprimer sur le plan physique, mental, émotionnel. Vous pouvez faire le choix d'aller voir un spécialiste pour chaque message, mais chaque message veut dire la même chose en fait. Chacun des messages que je viens de vous expliquer là, si vous êtes reconnu dans ces messages-là, ils veulent tous dire la même chose. Tu es en excès de pitta, régule ton pitta. Comment réguler ton pitta? Prendre la distance. Prends du recul avec ton boulot. Oblige-toi à le faire. Va te promener dans la forêt, dans la nature. Fous-toi dans la flotte. Ouais, l'eau froide. Tu vois, les bains d'eau froide, c'est parfait pour toi. Douche froide, c'est parfait pour toi.
Arrête la caféine, arrête la viande rouge ou diminue, rajoute des végétaux dans ton alimentation, range ton appartement et ton bureau pour que ce soit plus harmonieux, arrête de porter du rouge, arrête de traîner avec des gens qui ont encore plus de pita que toi, fais des activités douces, fais des activités où tu t'amuses, putain, va rire un bon coup. C'est quand la dernière fois que tu t'es pas marré en fait? La dernière fois où tu t'as pas fait des choses juste pour le plaisir de les faire et sans objectif derrière, c'était quand? Ah, tu sais pas. Bah, c'est de ça dont tu as besoin pour réguler ton pita. Ok? Kapha, comment je sais que je suis en excès de kapha? J'ai pris du poids, je suis tout blanc, j'ai envie de sucrer à longueur de journée, je me sens molle, je me sens mou, j'ai les articulations toutes molles, j'ai envie de rien. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de sport et que je suis pas allé m'entraîner. J'ai pas envie de voir mes potes, je sors plus. J'ai du mal à accepter les petits changements qu'il y a dans mon travail. Je procrastine à fond la caisse. Je remets tout au lendemain. Le travail il s'entasse et j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer et ça me pose problème en ce moment. Je suis en dépression. Je suis chez moi, je dors toute la journée, je suis dans ma couette et je regarde des films à l'eau de rose. Je suis très possessive, très 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 possessive ou très possessif avec mon conjoint ou ma conjointe. Avec mes enfants, je suis une vraie maman poule ou un vrai papa poule. Ouais. Tous ces messages, ils veulent tous dire ton CAFA est trop élevé, régule-le. Sors de ta zone de confort. Fais du hit. Fais du sport qui te chamboule. Prends-toi un coach qui va te secouer un petit peu. Arrête de manger autant. Réduis tes repas. Fais du jeûne. Fais du jeûne sec. Confronte-toi au monde. Va dehors. Va te promener ce week-end dans un centre commercial aux heures de pointe. Va dans les magasins aux heures de pointe pendant les soldes. Confronte-toi aux éléments. Dehors, tu vis en bord de mer, il y a du vent, va sur la plage quand il y a du vent et que la mer elle est déchaînée. Confronte-toi aux éléments. Porte du rouge sur toi. Rajoute des épices, relève tous tes plats, rajoute du poivre dans ce que tu manges. Vous comprenez ou pas? Ouais. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, l'Ayurveda, l'objectif premier de tout ça, c'est d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à se connaître. Une fois qu'on se connaît mieux, on s'accepte mieux, on fait la paix avec qui on est, on peut poser des choix conscients dans notre vie, on sait que là, ce qu'on est en train de faire pour faire plaisir à cette personne-là, eh bien, on le fait, d'accord, mais on sait que c'est pas viable sur du long terme. Parce qu'on sait que c'est trop éloigné de qui on est au fond de nous. On ne cherche plus à rentrer dans des cases qui sont pas les nôtres. Ouais. Parce qu'on peut être que malheureux dans ces cas de figure-là. Exactement. C'est un exemple que je donne aussi. J'ai un petit enfant là qui a 19 mois. Bah, quand il essaie de rentrer dans son jeu, le triangle dans l'orifice en forme de rond ou en forme de cube, eh ben ça marche pas. Il peut pas rentrer, ça peut pas rentrer. Et il s'énerve, et il trépigne, et il est pas content, et il peut faire une colère. Déjà du pita, vous voyez, cet enfant. Mais dans notre vie, c'est pareil en fait. C'est exactement pareil. Quand on ne se connaît pas et qu'on essaie de rentrer très fort dans une boîte qui n'est pas la nôtre, comment voulez-vous être heureux et épanoui? Ouais. Et surtout, c'est épuisant. C'est épuisant et on peut facilement sneaker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 années de notre vie à vouloir rentrer dans des cases qui ne sont pas les nôtres. Et un jour se réveiller, et malheureusement, le jour où on se réveille, c'est peut-être le jour où on a percuté le mur et qu'on a été secoué très très fort par la vie pour qu'enfin on se réveille et qu'on entende les messages qui nous disaient depuis tant d'années change. Donc l'autre objectif de l'Ayurveda, c'est d'apprendre à entendre ces messages-là, comprendre les messages, avant qu'ils soient trop gênants. On peut même les anticiper, les messages. Parce qu'on sait que là, la semaine prochaine, on va être dans un environnement qui est très riche en pitta, parce qu'on va collaborer avec des personnes, on va travailler sur des projets qui sont chauds bouillants, ça risque d'être tendu, il y a des choses à négocier, etc.
c'est propice à ce que Pitta augmente. Donc on peut l'anticiper, ça. Surtout si on sait qu'en nous, on a déjà beaucoup de cette énergie-là. On peut anticiper les désagréments. D'accord? Donc c'est se reconnecter à son ressenti, à ses messages, et comprendre comment prendre soin de soi, en fait. Ok, les messages, je les entends maintenant concrètement dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Au quotidien. Parce que c'est ce que vous faites au quotidien qui a un réel impact. C'est pas ce que vous allez faire pendant un week-end qui a un vrai impact sur votre vie. C'est pas ce que vous allez faire là, où je sais que vous attendez peut-être vos vacances au ski ou les prochaines vacances, où vous allez prendre 2-3 semaines d'arrêt. C'est pas ça, c'est pas ce que vous faites pendant l'été qui a un réel impact sur votre vie. C'est ce que vous faites tous les jours, pendant toute l'année et pendant des années qui a un réel impact sur votre vie. Et l'Ayurveda vous permet de vous reconnecter à tout ça en fait. De comprendre les messages, de les entendre suffisamment tôt et d'avoir juste des petits ajustements à faire. C'est des petits ajustements au quotidien qui vont faire que vous allez rééquilibrer ces énergies-là en vous avant qu'elles partent à volo et foutent le bordel complet dans l'harmonie qui est la vôtre en fait. Comprenez ou pas? Ouais. Alors si tout ça, ça vous intéresse... Si tout ça, ça vous intéresse, vous avez différentes manières de faire. Hein. Vous avez différentes manières de faire. Vous pouvez lire, vous pouvez acheter des bouquins. Alors les bouquins, je vous en montre quelques-uns. Alors ceux-là, je vous les montre, c'est juste pour votre culture personnelle. L'Ashtanga Hridayam, c'est la Bible. Le Karaka Samhita, c'est la Bible. Je vous mets à l'aise. Les textes sont en sanskrit, traduits en anglais. Donc si votre objectif, c'est juste d'apprendre à prendre soin de vous, ça vous allez saigner du nez, des yeux et des oreilles en essayant d'apprendre quoi que ce soit à travers ces bouquins. Alors s'il y a des puristes de l'Ayurveda qui me regardent en lévitation devant leur écran, vous allez crier au scandale, mais c'est une réalité. Ouais. Vouloir initier le grand public avec des bouquins comme ça, même si c'est la référence encore une fois, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Si notre objectif c'est de vraiment transmettre ces connaissances-là au plus grand nombre, il faut vulgariser un minimum les connaissances et les rendre accessibles. Donc vous avez des bouquins qui sont plus accessibles. Vous avez celui-là de David Frolet, La santé par l'Ayurveda. Vous avez celui-là aussi, Pathologie et diagnostic ayurvédique. Celui-là de Fabien Koresh, un Français, Le grand livre de l'Ayurveda, Santé et détox. Bref, des bouquins, vous en avez plein. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter vos connaissances. Si votre objectif, il est juste d'apprendre à prendre soin de vous et à prendre soin des autres, les bouquins, c'est très bien. Après, il y a certaines formations qui existent dans l'objectif de, pourquoi pas, de devenir thérapeute. Moi, j'ai fait une formation avec une école que je recommande fortement, qui s'appelle Ayurveda et Conscience à Paris, qui fait aussi beaucoup de choses en e-learning. Donc si vous n'avez pas spécialement envie de vous déplacer sur Paris, c'est un bon moyen pour vous de, pourquoi pas, devenir thérapeute. Ça prend quelques années, ça prend 3 ans à peu près pour devenir thérapeute, en sachant qu'en Ayurveda, on finit jamais d'apprendre. Hein. D'accord? Je vous mets à l'aise, un petit peu comme dans plein d'autres domaines, mais encore plus dans celui-là. Et sachez que j'organise aussi des sessions courtes. Hein, si votre objectif c'est pas de devenir thérapeute et de vous établir dans votre cabinet et vous voulez juste apprendre à vous connaître, apprendre à vous reconnecter au message de votre corps et savoir comment prendre soin de vous, voire ensuite pour pouvoir prendre soin des autres, sachez que j'ai une formation de 6 semaines en fait, sur 6 semaines en vidéo learning. Donc 6 semaines, vous êtes intégré dans un groupe privé sur Facebook. Pendant 6 semaines, vous avez une semaine de vidéo, une semaine, une vidéo différente, dans l'objectif de vous transmettre tous ces enseignements, des lives réguliers, des échanges dans le groupe pour partager, échanger au travers de ces connaissances-là. Et ça dure 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, vous avez suffisamment de connaissances pour être capable de comprendre ces doshas en vous, de vous reconnecter aux messages, aux symptômes que vous recevez et vous savez comment réguler ces doshas à l'intérieur de vous en jouant sur vos routines quotidiennes, en jouant sur votre activité physique aussi, si vous êtes pratiquant de fitness, etc. Okay. Donc il y a une session qui est en cours en ce moment.
La prochaine session sera le 6 avril. À partir du 6 avril pendant 6 semaines. Okay, donc si tout ça, ça vous intéresse, revenez vers moi en message privé et je vous transmettrai les informations et les modalités pour vous inscrire. Ok ? J'ai essayé de faire au plus simple et au plus synthétique. Si j'ai froissé les oreilles de certains puristes d'Ayurveda, je m'en excuse. L'objectif, c'était pas de vous faire un cours magistral sur l'Ayurveda. Il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que moi. Moi, mon objectif, c'est de vous donner envie, peut-être d'augmenter vos connaissances sur le sujet. Et là, on a eu une heure et demie à peu près d'échange. C'est pas en 1 heure et demie, naturellement, que vous allez avoir toutes les connaissances dont vous avez besoin en Ayurveda pour prendre soin de vous. J'espère juste que ça vous a donné envie, peut-être, de creuser le sujet, de vous intéresser à cette science. Pour moi, c'était une révélation. Je vous le dis clairement, clair et net, c'est une des plus grandes révélations de ma vie, c'est la découverte de cette science. Donc merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'un jour l'Ayurveda arrive dans ma vie. Et grand merci à Daniel, mon beau-père, qui a été le premier, il y a maintenant plus de 14 ans, à prononcer ce mot à mon oreille. Ça aura mis quelques années avant que ce mot atteigne mon cœur, mais ça finit par percer. Et depuis, je me forme. Donc je me suis fait former avec Ayurveda et Conscience, mais je me forme aussi beaucoup par moi-même. Et j'extrapole surtout beaucoup ces connaissances ayurvédiques dans le monde de la remise en forme, mais aussi dans le monde du management, dans le monde du management dans les entreprises. On pourrait vraiment appliquer ces connaissances ayurvédiques sur des techniques de recrutement et de management ayurvédique. Si tout ça, ça vous intéresse, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Ou revenez vers moi. Ok ? Allez, c'est une tradition dans cette émission pour se dire au revoir. Un petit tirage de cartes. Ce sont des cartes oracles. On avait fait une émission sur les oracles. Elle est toujours en accès, je pense, sur la page. Vous avez une page The Shift. Le live que vous êtes peut-être en train de suivre là sur ma page perso. Il va être partagé, publié sur The Shift. La page The Shift. Vous avez une chaîne YouTube aussi, ma chaîne YouTube, et dans ma chaîne YouTube, il y a une playlist The Shift où vous pouvez retrouver les dernières vidéos qui ont été enregistrées. Cette émission est enregistrée aussi en même temps. Et si vous êtes sur Instagram, la vidéo du live, elle est accessible pendant 24 heures et après elle va disparaître. Donc je vous invite à revenir sur Facebook si vous voulez revoir les informations ou sur YouTube. Ok ? Allez, une petite carte et le message il est pour vous. Je me concentre sur vous. Jolie photo. Je vous la montre et je vous la lis. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Donc c'était le message du soir. Ça fait plaisir. Ok ? Allez, je vous mettrai la photo du petit message comme je fais en commentaire. Je vous mettrai les photos des bouquins aussi en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, à diffuser ce live. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. The Shift, c'est tous les premiers mardis du mois. J'espère je serai accompagné de Yessi, de Hugo. Les prochains thèmes à venir, je vais certainement faire un thème sur ces fameuses fêtes païennes dont je voulais vous parler déjà ce soir, qu'on a décalé. Et restez connectés si vous voulez connaître en avant-première le thème de la prochaine émission. En général, je vous le donne une semaine, voire 2, quand je suis en forme, avant l'émission. En tout cas, merci d'être là. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes réguliers. Merci d'être là. Merci de partager les lives pour ceux qui le font. Je sais que certains d'entre vous n'osez pas partager les lives sur vos pages perso parce que vous vous dites mais les sujets sont un peu particuliers. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je commence à partager un live un peu perché comme ça ? Qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Vous allez continuer pendant combien d'années à faire votre vie en fonction de ce que les autres peuvent penser de la vôtre ? Ouais ?
Reconnectez-vous à vous, alignez-vous à vous et faites les choses comme ça vibre à l'intérieur de vous sans vous soucier des yeux qui sont braqués sur vous. Est-ce que vous pensez qu'une seule seconde là, en m'adressant à vous pendant 1 heure et demie, j'ai que faire de ce qu'on pourrait dire de négatif sur ce que je suis en train de proposer? Je le fais avec mon cœur, ça me fait vibrer, ça me fait kiffer, je suis dans l'instant, je kiffe ce que je fais, je le fais. Point barre. Ce que peuvent dire les gens à côté, je sais parfois que ça parle. Voilà. si je devais à chaque fois m'arrêter à ça, ben j'aurais pas fait grand chose. Ouais, j'aurais pas fait grand chose de ma life. Et je continuerai certainement pas à aller de l'avant et à vouloir mettre en place des choses. Ok? Allez, bonne soirée. Sinon, on est encore parti pour 1 heure et demie. Prenez soin de vous. Et à très vite. À dans un mois. Hop.